Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire sur LTIF 2. Je suis très heureux de voir que l'intérêt pour cette thématique et ces webinaires ne se dément pas puisque vous êtes plus de 400 inscrits pour la session de ce matin sur une thématique sur laquelle nombre d'entre vous se rappelleront que nous avons déjà organisé plusieurs webinaires ces dernières semaines. Donc voilà, nous sommes vraiment très heureux de voir que cet appétit pour la thématique ne se dément pas et que nous avons une nouvelle fois l'occasion d'échanger sur ces thématiques ensemble aujourd'hui. Alors, nous aurons le plaisir d'organiser ce webinaire avec Marina Jelezova et Amira Mouldi de la direction de la gestion d'actifs au sein de l'équipe supervision transversale. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Robin Fournier qui nous fait l'honneur et le plaisir de participer avec nous à cet événement. Vous savez qu'on a toujours à cœur, lors de ces webinaires, d'organiser des échanges et des retours d'expérience qui sont partagés entre les équipes de l'AMF et des représentants des sociétés de gestion de portefeuille. Donc, merci Robin d'avoir pris du temps aujourd'hui pour être parmi nous. Alors cette thématique LTIF 2, nous allons la visiter dans un format que vous commencez à bien connaître désormais, que nous avons mis en place il y a quelques années. Vous savez que vous avez la possibilité de vous connecter au webinaire, soit via un PC, donc pour avoir à la fois l'image et le son, mais en cas de difficulté technique, vous pouvez aussi vous connecter par téléphone et même avec une tablette si besoin. Le format, nous l'avons voulu, comme les fois précédentes, le plus interactif possible. Vous avez la possibilité, et je vous encourage vivement à poser vos questions à travers l'outil de chat. Donc, nous ferons nos meilleurs efforts pour essayer d'y répondre lors de petites sessions dédiées à ces moments de questions-réponses. Nous ferons notre meilleur effort puisque les fois précédentes, nous n'arrivons pas toujours à répondre à la totalité des questions. Donc, je vous prie de nous en excuser par avance. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. C'est sans doute une des parties peut-être les plus intéressantes de ces webinaires. C'est cette possibilité d'interagir et de poser les questions qui vous intéressent le plus dans ce cadre. Par ailleurs, pour répondre à une question qui est souvent posée, ne vous inquiétez pas, la présentation sera envoyée par la suite, elle sera disponible, donc il n'y a pas besoin de trouver l'endroit où l'enregistrer sur l'outil en ligne immédiatement. Alors, je veux dire quelques très rapides mots d'introduction généraux sur cette révision du règlement LTIF, qui est, à mon sens, la grande nouveauté de l'année 2024 et qui est quand même un changement assez majeur dans le panorama réglementaire de la gestion d'actifs en France et en Europe. Sur cette évolution majeure, comme vous le savez, l'AMF s'est mobilisée pour accompagner les acteurs de la place. Alors nous avons tout d'abord identifié un certain nombre de référents dans nos équipes, dont certains sont avec nous ce matin, mais il y en a d'autres qui essaient d'être des relais et de nous aider à nous organiser au mieux pour vous accompagner sur cette thématique nouvelle qui pose beaucoup de questions, on en est très conscient. Nous avons, donc je l'ai déjà évoqué, organisé un certain nombre de webinaires pour essayer de vous accompagner. Nous avons beaucoup travaillé avec les associations professionnelles, donc notamment dans le cadre de la préparation de guides qui ont été publiés récemment. Et puis au quotidien, bien sûr, nous sommes dans une logique d'échange et d'accompagnement avec chacune des sociétés de gestion des portefeuilles et chacun d'entre vous. Et c'est vraiment une volonté forte de notre part que de rester un régulateur accessible et avec lequel on peut échanger. Et on pense que c'est tout particulièrement important et utile dans un environnement de changement de réglementation comme celui que nous vivons en ce moment avec l'arrivée de cette nouvelle version du règlement LTIF. Alors par ailleurs, le deuxième message en termes de posture, c'est que nous avons annoncé et une volonté forte d'appliquer toutes les règles du règlement européen et des RTS, mais seulement les règles, donc ni sur transposition ni sur transposition. Donc c'est un message que j'aime bien répéter puisqu'on entend encore des personnes qui ont le sentiment que l'AMF est susceptible d'avoir par exemple envie de refaire le match des RTS sur les liquidités à l'occasion des dossiers d'agrément. Donc je répète que c'est pas du tout notre optique et on est vraiment dans une logique de jouer le jeu de ces règles européennes. Et c'est pour nous une volonté assez forte. Et si jamais vous avez le sentiment que ça devait ne pas être le cas, n'hésitez pas à le dire et à le signaler puisque c'est vraiment une volonté constante de notre part.
Par ailleurs, et un peu en écho à cette volonté d'appliquer les règles européennes, nous nous sommes aussi mobilisés pour essayer d'obtenir un maximum d'harmonisation et d'avoir autant que faire se peut un level playing field à l'intérieur de l'espace européen. Je pense que nous sommes l'autorité de supervision nationale qui a le plus envoyé de questions, qui est le plus soumis de questions à l'ESMA et de très loin. Et ça illustre cette volonté de notre part d'avoir un traitement homogène en Europe. Je précise par ailleurs qu'une démarche qu'on a adoptée assez souvent dans le cadre de dossiers d'agrément de fonds LTIF par rapport à cette volonté d'harmonisation, lorsque des points étaient remontés au niveau européen et qu'il existait, on va dire, un doute raisonnable sur l'issue de ce question-réponse, notre posture a plutôt été de permettre la mise en œuvre de l'interprétation qui était souhaitée par l'acteur, tout en étant voilà, totalement transparent sur l'existence d'éventuelles questions-réponses en cours d'examen au niveau européen et en laissant le choix quelque part à l'acteur de la marche à suivre, hein, soit voilà, poursuivre sur son dossier d'agrément sur la base d'interprétation qu'il souhaite, soit prendre une optique plus prudente. En tout cas, le choix a été libre et on a essayé d'accompagner là aussi les acteurs en donnant un maximum d'informations sur l'état d'avancement des discussions pour qu'ils puissent, pour que vous puissiez chacun d'entre vous prendre des décisions les plus éclairées possibles. Enfin, voilà, je tenais à signaler que voilà, nous sommes conscients que ce bouleversement introduit par le règlement LTIF, il a des répercussions assez nombreuses parfois complexes sur plus globalement le cadre réglementaire français, la gamme des fonds français par exemple et son architecture, et qu'un certain nombre de travaux donc, sont encore en cours de ce côté-là. Donc il y a encore des réflexions qui sont menées, des consultations qui sont ouvertes en ce moment à laquelle je vous encourage à participer. Et donc la réflexion n'est pas encore complètement finalisée sur certains points. En tout cas, voilà, ce qui n'empêche absolument pas l'agrément et le fait d'avancer sur les fonds LTIF. Mais en tout cas, voilà, il y a des réflexions intéressantes qui sont encore devant nous pour partie. Donc sans plus attendre, je vais maintenant passer la parole à Marina, je crois, pour un petit échauffement, je crois. Marina, quelques rappels introductifs avant d'arriver aux parties plus techniques. Bonjour à tous. Nous allons commencer, pour l'introduction en effet, pour voir, quelles sont les règles, qui ont changé, entre, du coup, le règlement LTIF 1 et le règlement LTIF 2. Donc en termes, d'actifs éligibles, donc il y a une poche d'investissement de 55 d'actifs éligibles LTIF qui est définie donc dans le règlement. Dans le règlement LTIF 1, il y avait, une définition des actifs éligibles qui était légèrement, plus restrictive, notamment sur l'immobilier, que le règlement LTIF 2 qui a assez ouvert, cette partie-là sur les actifs donc physiques, notamment sur l'immobilier, il y a moins de, restrictions. S'agissant des entreprises, donc en termes, le règlement LTIF 2 a là aussi ouvert l'éligibilité, notamment sur les entreprises, non financières. Là ont été rajoutées également une partie des entreprises financières, donc les fintech. Ont également été, a été également relevé le plafond, de la capitalisation, sur les entreprises, cotées qui est passé donc de 500 millions à 1,5 milliard. Et il y a également eu, un élargissement notamment sur les green bonds et l'ajout aussi des titrisations STS. En ce qui concerne les parts de fonds, auparavant étaient seulement éligibles donc les LTIF, les EVK et les ESEF, ont été rajoutés en termes d'éligibilité sur les parts de fonds, les OPCVM et les FIA européens. Sur les actifs liquides, il n'y a pas eu de changement, donc c'est vraiment la définition OPCVM, des actifs liquides, voilà. En ce qui concerne donc sur les règles de composition du portefeuille, elles sont également plus souples. Donc sur la part, minimum d'actifs éligibles LTIF, on passe de 70 à 55 donc c'est plus faible, que ce soit pour, les clients non professionnels ou les clients professionnels. En ce qui concerne les plafonds d'exposition à une même entité, donc LTIF 1 avait un plafond de 10 maximum sur une même entité ou un même actif. Ce plafond est relevé à 20
dans LTIF 2, donc moins strict. Et en ce qui concerne, les actifs, liquides, UCITS, ce plafond est également relevé de 5 à 10. En ce qui concerne les clients professionnels, il n'y a pas de limite. En ce qui concerne le ratio d'emprise, il a également été relevé de 25 à 30 et pas de limite là non plus pour les clients, professionnels. Le risque de contrepartie, qui était limité le risque de contrepartie, pardon, lié à un contrat dérivé de gré à gré ou à une opération de reverse repo. Donc là, c'était limité à 5 dans LTIF 1. La limite a aussi été relevée à 10 dans LTIF 2 et pardon et pas de limite pour les clients, professionnels. Je rappelle que ces limites, sont valables, et s'appliquent à compter de la date indiquée dans les statuts aux documents constitutifs de l'ELTIF, pour permettre un temps de latence au début pour la constitution de l'actif avec, un maximum de 5 ans et sans excéder la moitié de la durée de vie de l'ELTIF. Et du coup, les limites cessent de s'appliquer au moment où l'ELTIF, commence à vendre ses actifs, en vue du remboursement des investisseurs à la fin, de la vie de l'ELTIF. Donc il y a aussi une clause qui permet de suspendre temporairement, les limites quand l'ELTIF procède à des nouvelles levées de fonds, ou quand il rembourse son capital, mais cette suspension ne doit pas excéder 12 mois. En ce qui concerne, la commercialisation et là aussi c'est un gros changement, dans LTIF 2, celle-ci a été largement, facilitée et assouplie. Notamment en ce qui concerne le ticket d'entrée, pour les investisseurs particuliers. Il était auparavant de, 10 000 € minimum et ne devait pas représenter plus de 10 du patrimoine, financier, de l'investisseur particulier et ça a été identifié comme une contrainte, assez forte sur LTIF 1 et c'est pour ça que, cette contrainte a été totalement supprimée. Il n'y a plus de ticket, minimum d'investissement, ce qui est, un des gros points, on va dire, facteur de succès du LTIF 2 qui est maintenant accessible, beaucoup plus largement. En ce qui concerne les vérifications qui sont à effectuer, pour, du coup commercialiser un LTIF auprès d'un client, retail, elles ont été aussi largement simplifiées, notamment pour les aligner plus largement sur MiFID II. Pour ne pas avoir, finalement des tests qui étaient des tests auparavant, ad hoc et spécifiques à LTIF, sont maintenant les tests d'adéquation de MiFID II, qui demandent, et en cas de résultat négatif du test, pardon, on demande un consentement explicite de l'investisseur, pour pouvoir, investir dans l'ELTIF retail. Il y a également des alertes, écrites sur le risque d'inadéquation lorsque le fonds est fermé pour 10 ans ou plus et sur le fait que la liquidité n'est pas assurée quand il existe un mécanisme d'appariement des souscriptions d'achat. Ces alertes, existaient déjà, mais elles ont été un tout petit peu, modifiées. En ce qui concerne les structurations, il y a aussi des structurations plus, assouplies, notamment en ce qui concerne les possibilités de faire des ELTIF maîtres nourriciers. C'était auparavant, impossible. Aujourd'hui, c'est possible de faire un ELTIF, nourricier d'un maître qui serait également ELTIF. Donc c'est maintenant possible. Il y a aussi les possibilités de fonds, qui ont été élargies, puisqu'avant c'était possible d'investir, dans des fonds, mais comme je le disais auparavant, seulement LTIF, VK et UCEF, dans la limite de 20 de l'actif total, du fonds et avec un ratio maximal de 10 heu, par fonds. Aujourd'hui, c'est possible de faire du coup un fonds de fonds sur, tous les fonds, de l'Union européenne, pardon, sans limitation sur, l'actif, total de l'ELTIF. Donc c'est aussi un gros changement et c'est assez largement utilisé, de ce qu'on peut voir sur les dossiers.
En ce qui concerne le recours au levier, ça a été là aussi assez, assoupli. Auparavant, c'était 30 de la NAV qui pouvait, servir pour l'emprunt et que ce soit une clientèle non professionnelle ou professionnelle et aujourd'hui, ça a été, largement assoupli puisque c'est 50 de la NAV pour la clientèle non professionnelle et 100 de la NAV pour la clientèle professionnelle. Hem, également, donc l'emprunt destiné au financement de l'octroi de prêts par l'ELTIF ou à des fins de liquidité était auparavant interdit dans LTIF 1 et ça a été, du coup le cette mention-là a été, changée dans LTIF 2 pour, le rendre possible. Reste à savoir, il y a, des interrogations sur ce que, signifie à des fins de liquidité qui là sont aussi, discutées au niveau européen. Mais, en tout cas, l'usage, de l'emprunt et son objectif, a également été, élargi. En termes de devises, auparavant, les investissements devaient être dans la même, devise, enfin, ça devait être les pardon, l'emprunt devait être dans la même devise que les investissements. Aujourd'hui, on peut aussi, couvrir, avoir une couverture appropriée du risque de change pour, justement permettre une flexibilité plus grande en termes, d'utilisation des devises et pouvoir, par la suite couvrir. En termes d'octroi de sûreté, auparavant, c'était limité à 30 du portefeuille et aujourd'hui, il n'y a dans LTIF 2, il n'y a plus de plafond sur l'octroi de sûreté, de l'LTIF sur ses actifs. Voilà pour ce qui est, voilà, des règles de fonctionnement. Heu, une, enfin, un des focus très importants dans LTIF a été la liquidité. Puisque, finalement les RTS portaient, largement aussi sur comment, finalement assurer, la liquidité des LTIF ouverts puisque le règlement de niveau 1 permet, de faire des LTIF ouverts à l'article 18. C'est une dérogation puisqu'un LTIF est de base fermé. L'article 18 permet qu'il soit ouvert, mais dans ce cadre-là, les RTS et l'article le 5, des RTS prévoit, 2 modalités de gestion de la liquidité qui sont différentes, et qui sont précisées à l'annexe 1 et à l'annexe 2 du règlement, délégué LTIF. Donc les deux modalités sont les suivantes. La première, la gestion de la liquidité est gérée principalement, via des plafonds de rachat systématiques qui sont exprimés en pourcentage des actifs liquides. Ça, c'est un changement, on va dire, assez majeur, de régime de gestion de liquidité et donc le pourcentage de plafond de rachat systématique est déterminé dans une matrice qui est fonction de la fréquence de remboursement, et du délai de préavis du fonds. Donc ça, c'est si le fonds choisit, l'annexe 1 et là, il n'y a pas de minimum, d'actifs, liquides qui est exigé, contrairement donc à l'annexe 2 qui a un fonctionnement un peu différent, qui là prévoit, un pourcentage minimum, d'actifs, liquides qui va être associé aussi également à un plafond de rachat systématique sur ce pourcentage d'actifs, liquides. Néanmoins, le plafond de rachat systématique est plus haut, que dans l'annexe 1. Donc en fait, on peut dire que la gestion de la liquidité dans l'annexe 1 est principalement gérée par, les plafonds de rachat systématique et dans l'annexe 2, la première gestion de la liquidité se fait par cette poche, de liquidité, minimum. Et là aussi, c'est calibré, en fonction de la fréquence de remboursement qui est définie par l'ELTIF. Donc les gestionnaires ont le choix, de l'annexe, 1 ou de l'annexe 2. C'est purement, voilà, leur choix, mais par contre, ils ne peuvent pas déroger à cette manière de faire. Donc, pour, donner un peu un exemple de comment ça fonctionne en pratique, donc à chaque valeur liquidative, pour que le gérant puisse connaître le montant que le fonds peut servir aux demandes de remboursement. Donc celui-ci calcule sa poche de liquidité courante
et lui applique le pourcentage prévu dans les RTS en fonction de l'option choisie. Hem, à noter que, pour le calcul du plafonnement de rachat, on peut ajouter à la poche, dite liquide, la somme des actifs liquides au PCVM, mais également les flux de trésorerie attendus sur une base prudente sur les 12 prochains mois. Donc en exemple 1 pour l'annexe 1, donc si on a un fonds qui n'a pas de période de préavis et qui a une fréquence de remboursement hebdomadaire, donc la limite de remboursement, ça sera 1,9 de la poche d'actifs, liquides. Donc imaginons que cette poche liquide est estimée à 100 000 €, le fonds pourra rembourser seulement, 1 900, €, qui correspond à 1,9 de cette poche-là. Donc si la poche d'actifs liquides venait à baisser pour une raison à une autre à 95 000 € et donc à la prochaine valeur liquidative, à ce moment-là, le fonds ne pourra servir que, encore une fois, 1,9 de cette somme, mais ça revient cette fois-ci à 1 805 €, donc moins à la valeur liquidative précédente. L'annexe 2, comme je disais, fonctionne un peu différemment. Donc, par exemple, pour un fonds ayant une fréquence de remboursement, d'1 mois ou moins qu'1 mois, donc le fonds doit avoir un pourcentage d'actifs liquides UCITS d'au moins 25 et ne pourra rembourser que sur une base mensuelle que 20 de ces 25 minimum. Donc par exemple, si on a un fonds qui pèse 1 000 000, et prenons l'hypothèse qu'il n'y a pas de flux de trésorerie attendu pour simplifier. Ça veut dire qu'il peut servir seulement 50 000 € pour les rachats, c'est-à-dire, 25 de 1 000 000 qui est la poche d'actifs liquides et seulement 20 de cette poche, c'est-à-dire, 50 000 €. Voilà. Et je vais laisser la parole, à Amira qui va nous faire un panorama et un comparatif avec la gamme nationale. Merci Marina. On trouvait intéressant de vous présenter un peu notre gamme nationale. On va commencer par les fonds non cotés. Il existe aujourd'hui plusieurs structurations, celles qui sont destinées à de la clientèle de détail, les FCPI, les FCPR, les FCPR Evergreen. Pour celles qui sont destinées à une clientèle professionnelle, notamment les FPS et les FPCI. Alors ce qu'on a remarqué avec, avec nos échanges avec les gérants, c'est que la particularité et on va dire, les facteurs d'attractivité de cette gamme nationale, en tout cas sur les non cotés, reposent principalement sur la possibilité d'investir dans des FIA de pays tiers, ce qui est non autorisé par le règlement ELTIF, comme l'a dit Marina en première partie, et la possibilité d'investir dans des OPC qui investissent eux-mêmes dans des fonds. Et ça, c'est les 2 points, qui ont été vraiment, les plus, mis en avant par les gérants, notamment, pour justifier, en tout cas l'attractivité des fonds français. Nous avons également le facteur, lié aux modalités de rachat puisque aujourd'hui, LTIF, impose des gates systématiques qui peuvent potentiellement, ne pas être contraignants pour les assureurs, pour les fonds qui sont, notamment les FCPR Evergreen. Et dans ce cas-là, nous, on a une doctrine de notre côté, qui impose aux FCPR Evergreen de pouvoir, répondre à 2 régimes classiques, soit, à 2 régimes pardon de liquidité, soit le régime classique pardon, je dois lever un peu plus le micro, mes excuses. Donc soit le régime classique et là le FCPR Evergreen doit avoir une poche de liquidité de 30 minimum avec des gates en circonstances exceptionnelles, ou alors le régime allégé qui est un peu plus, on va dire, commun, et c'est plus lié en fait à un engagement de l'assureur qui s'engage à ne pas racheter ses parts au-delà d'un certain seuil. Et alors dans ce cas-là, la poche de liquidité est souvent en ligne avec ce seuil de gate. Bien entendu, là aussi, les gates sont uniquement utilisables en circonstances exceptionnelles. Si on passe, à la gamme, d'actifs immobiliers, là aussi on a des structurations pour la clientèle de détail, les EPCI grand public, les CPI, les autres FIA, qui sont souvent sous la forme de SCI et qui sont, distribués en UC. Celles pour les clients professionnels, les FPS, les EPPCI. Alors globalement, je dirais que le cadre, LTIF est assez,
complémentaire avec celui notamment pour les fonds immobiliers, mais peut-être en ajouter par rapport à ce slide, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est structuration en fonds de fonds, notamment pour les fonds immobiliers qui préfèrent passer par des FIA pour pouvoir structurer certains, voilà, investir dans certains biens immobiliers, ça leur permet pas, enfin, en tout cas, LTIF ne permet pas ce genre de possibilités. Donc c'est vrai que là aussi, on a un facteur d'attractivité par rapport à LTIF. L'absence de plafonnement systématique s'applique aussi puisque les EPCI grand public doivent répondre également au régime de liquidité que les FCPR Evergreen, c'est-à-dire le classique ou l'allégé. Si on passe maintenant au panorama en plus avec le volet LTIF, parce que comme vous le savez, pour être agréé LTIF aujourd'hui, le fonds doit respecter à la fois les exigences LTIF et celles de l'enveloppe nationale. Si on ajoute également les OFS, on arrive à 18 structurations, ce qui est très très riche en fait finalement, ce qui permet aussi, on va dire, aux gérants de pouvoir avoir autant de structurations possibles pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins spécifiques. Et là encore, en fait, on n'a pas dédoublement, en fait, on n'a pas distingué entre les fonds ouverts annexe 1 LTIF et annexe 2 LTIF. Donc voilà, là encore, ça serait encore plus riche, notamment en termes de gamme. Cette gamme, elle a, on va dire, elle a fait l'objet de plusieurs travaux de modernisation, des travaux qui ont été faits en collaboration avec la DGT. Ces travaux, ils ont plus été axés sur 2 volets, le volet distribution, en essayant d'étendre un peu les possibilités de commercialisation de ces fonds LTIF et en assurant leur éligibilité aux principales enveloppes, PEA, PER, épargne salariale, mais également pour adapter les règles de gestion, notamment, et faciliter, on va dire, l'agrément LTIF de ces produits. Et ça, c'est plutôt l'objet de l'ordonnance sur le quoi Marina va vous parler dans la prochaine partie. Merci. Merci Amira. En effet, nous avons beaucoup travaillé sur les textes législatifs avec la DGT, réglementaire également, justement pour voilà, essayer de moderniser un maximum les véhicules d'accueil des LTIF et pour faciliter également la distribution. Donc, en effet, il y a eu la loi Industrie verte qui a été promulguée en octobre 2023. Elle comportait plusieurs dispositions qui étaient en lien avec la gestion d'actifs et plus particulièrement en lien avec la révision du règlement LTIF 2 et en particulier, l'article 40 de la loi Industrie verte prévoyait une habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter le cadre législatif français à cette évolution. Donc, nous avons travaillé en lien avec la direction générale du Trésor. On a mené des travaux qui ont abouti à l'ordonnance donc LTIF du 3 juillet 2024 et qui portait sur la modernisation du régime des fonds d'investissement alternatifs. Donc, c'était à la fois sur les FIA professionnels et les FIA non professionnels. Donc, en ce qui concerne plus particulièrement ce qui a changé, je ne vais pas tout dire ici en détail, mais brosser un panorama des principaux changements. Donc, en ce qui concerne la modernisation du régime des fonds professionnels pour faciliter l'obtention de l'agrément LTIF, donc il y a eu un allègement des principes nationaux qui sont relatifs à l'éligibilité des actifs pour les FPS et les OFS. Il y a eu l'autorisation de l'émission par des FPS de titres de créance, ce qui existait déjà pour les OFS. Une harmonisation de la possibilité d'émission de parts traçantes par les différents véhicules FPS et OFS et également la création de la société de libre partenariat spécial. Donc c'est une société qui est dénuée de personnalité morale et qui a la possibilité d'être immatriculée. Et cette création a surtout pour ambition de créer un véhicule qui puisse être finalement utilisé de manière internationale et compétitif par rapport aux véhicules qui sont proposés aussi par d'autres juridictions. En ce qui concerne les règles des fonds non professionnels,
Donc il y a la modification du cadre applicable aux possibilités de différenciation entre catégories de parts. Et donc là, il a été prévu explicitement un renvoi au RGAMF, pour bien définir, ces possibilités de différenciation. Il y a eu également, une adaptation qui fait suite au fait que le règlement Altif exige, comme on l'a vu, que le remboursement des rachats soit limité à un pourcentage des actifs liquides. Et donc, il a fallu changer pour les FCPR et les OPCI la loi pour permettre cette possibilité de plafonnement, qui était jusqu'alors prévue que pour des circonstances exceptionnelles. Et donc la loi a été modifiée pour prévoir la possibilité de plafonner, heu, selon les modalités LTIF, et il y a un renvoi au RGAMF pour définir exactement quelles sont ces possibilités, et ça, c'est des travaux qui sont actuellement, en cours. Il y a aussi, des modifications, pour aligner l'application dans le temps des règles de composition de l'actif des FCPR et l'aligner, avec, celui des LTIF 2, notamment s'agissant de l'atteinte du quota d'investissement, donc de 50 pour les FCPR et de 55 pour les actifs éligibles LTIF. Et enfin, et c'est assez important également, autoriser les FCPE à investir, dans les fonds LTIF dans les conditions qui sont fixées par décret. Sur les fonds immobiliers, c'était un pan assez important également, des modifications qui ont eu lieu, de manière générale. Donc il y a eu l'extension de leur objet social pour les SCPI, pour permettre de détenir à titre accessoire des meubles affectés, aux immeubles loués, et en particulier, sur la possibilité d'intervenir dans la production d'énergie, renouvelable. Hem, Même chose sur, la production d'énergie renouvelable pour les OPCI. Il y a aussi la réduction, la limitation à l'intervention d'un seul expert immobilier dans les opérations, d'apport des OPCI. La suppression, du montant minimal des parts dans les SCPI, qui était aussi, attendue par les gérants. Et en matière, de validation des valeurs de reconstitution et de réalisation des SCPI, il y a aussi quelques modifications, notamment pour alléger, la nécessité de faire, valider, ces valeurs en assemblée générale ou en conseil de surveillance. Donc en ce qui concerne les travaux en cours, on disait que voilà, certaines choses étaient déjà, faites dans la loi grâce à la loi Industrie verte ou l'ordonnance. Il y a également des travaux, réglementaires ou doctrinaux, en cours. Donc en ce qui concerne les mesures réglementaires de l'ordonnance, LTIF, il y a certaines précisions qui doivent avoir lieu pour remettre en cohérence, notamment le niveau, réglementaire et le règlement général avec les modifications au niveau législatif. J'évoquais tout à l'heure du coup les publications des valeurs de réalisation et de valeurs de reconstitution de la SCPI, qui doivent, en effet être également, précisées au niveau décret. On évoquait également la possibilité d'investir dans des LTIF par les FCPE. C'est, au niveau de décret que sont définis, précisément les ratios d'investissement, des FCPE dans les actifs, les fonds d'actifs non cotés. Donc il y a aussi plusieurs ajustements que je ne vais pas tous lister, qui doivent être faits au niveau réglementaire, notamment, pour assurer, les définitions des actifs éligibles aux fonds immobiliers, qui soient bien en ligne avec ce qu'on évoquait précédemment. La définition du maître nourricier aussi, qui a été étendue et qui doit être, précisée au niveau réglementaire. Il y a également en cours, une consultation, sur la notion de valeur estimative qui, elle, provient directement, de la loi Industrie verte, et qui a été introduite, notamment pour le cas, de la distribution via l'assurance vie, et la possibilité pour les assureurs d'utiliser, une valeur estimative entre 2 valeurs, liquidatives, si celles-ci sont espacées. Et donc nous prévoyons également, de préciser cette, notion de valeur estimative dans le règlement général, de l'AMF.
En ce qui concerne le régime de mutation des LTIF, donc le règlement LTIF prévoit une notification à l'autorité de tutelle sans prévoir explicitement, quelle mutation, donne lieu à un agrément ou non, ou des délais très spécifiques. Mais c'est important, de préciser cela et de donner de la clarté aux acteurs sur les règles qui vont devoir être suivies par les LTIF une fois agréés. Donc il y a une consultation en cours, à ce sujet-là, pour voir quelles seront les modifications post-agrément. Il y a aussi, une réflexion en cours sur les mesures réglementaires et doctrinales sur les FIA dans le cadre, LTIF et plus particulièrement, sur les exigences en matière de gestion de liquidité, qui sont applicables, du coup au fonds Evergreen, puisqu'on a maintenant des régimes, les régimes, on va dire, historiques des FCPR Evergreen et des OPCI, grand public avec des exigences, sur ceux-ci quand ils ne sont pas agréés LTIF et on peut, légitimement se reposer la question dans un cadre plus général, des règles et de la cohérence, du régime de liquidité LTIF avec le régime, de liquidité de ces fonds-là et plus généralement se poser la question, d'une modification des règles réglementaires puisqu'il y a tout un tas de règles qui sont au niveau, réglementaire et on peut se poser la question aussi de quelles règles méritent d'être, revisitées. Comme le disait, Philippe Sourlas en introduction, heu, l'AMF s'est engagé à ne pas surtransposer le règlement, ni à le sous-transposer bien évidemment. Et donc, dans ce processus, de questionnement, sur le règlement, la position de l'AMF a été tout de suite, finalement de partager systématiquement les questions au niveau européen pour se retrouver, dès le début des agréments, finalement avec des règles les plus claires possibles, les plus rapidement possibles. Et donc on a été très moteur, dans toutes les instances, européennes pour remonter les questions d'interprétation, pour, finalement assurer un traitement cohérent des dossiers au niveau européen, éviter tout arbitrage, réglementaire et justement garantir le succès des LTIF, via, des règles qui sont les plus claires possibles, notamment sur certains sujets qu'on sera peut-être amené à revisiter, mais qui va être l'investissement indirect, via des, véhicules intermédiaires, la politique de remboursement, et de manière plus générale, les règles, de gestion et les actifs éligibles. On peut peut-être marquer un temps de pause, pour les questions-réponses et je laisse, la main à Philippe. Alors une première question, peut-être pour Amira, qui fait suite à la présentation de Marina sur la possibilité de structurer des fonds de fonds qui a été élargie avec la révision d'LTIF. Est-ce qu'un FIA non LTIF réservé à des investisseurs professionnels peut être un feeder d'un LTIF? Oui, alors cette structuration ne pose pas réellement de problème. C'est juste qu'il faut veiller à ce que en fait, le FPS qui est nourricier de l'LTIF ne soit pas commercialisé à de la clientèle retail, car dans ce cas-là, le fonds maître, qui est LTIF devrait respecter en fait les exigences, notamment qui sont les ratios notamment, pour le régime retail. Voilà, donc y compris toutes les règles de distribution qui, devraient, tout ce qui est délai, de 15 jours, et cetera, qui devraient être constituées, voilà, comment dire? Elles seront peut-être pas appliquées puisque c'est un fonds professionnel qui est nourricier de cet LTIF, mais qui devrait quand même être prévues, voilà, dans le cadre de l'agrément LTIF de ce fonds, LTIF Master. Voilà. Peut-être toujours Amira sur cette question des fonds de fonds, une question sur la possibilité de faire des fonds de pays tiers, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il était possible de faire des fonds de pays européens. Alors pour les pays tiers, c'est quelque chose qui est interdit par le règlement LTIF et c'est assez clair, notamment dans l'article, 10 du règlement.
Même, en fait, il n'y a pas de ratio de dérogation ou alors de tolérance, en tout cas, le règlement aujourd'hui ne le précise pas. Donc voilà, peut-être que comment dire? La com, elle va peut-être le préciser, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, le texte, ne le permet pas. Merci merci Amira, pardon. On a reçu par ailleurs une question sur les agrégateurs. Alors, je vais peut-être pas ouvrir ce débat-là parce qu'en fait, c'est une question assez complexe qui recouvre, de ce qu'on comprend actuellement, des souhaits et des demandes de la part des acteurs qui sont quand même assez hétérogènes. On a l'impression que parfois on a même des définitions d'agrégateurs qui sont pas compatibles entre elles, hein, dans les différentes demandes qu'on a pu recevoir assez récemment, puisque c'est un sujet dont on a eu connaissance, voilà, en tout cas, on a reçu des demandes à ce sujet de façon assez récente. Donc là, le travail qu'on mène en ce moment, c'est d'essayer de cartographier les différents cas d'usage et les différents souhaits qui ont été exprimés, et essayer de voir comment articuler ces demandes avec à la fois, voilà, pour y trouver une forme de cohérence, à la fois de façon interne, mais aussi avec les règles du règlement LTIF, puisqu'en première analyse, on a quand même le sentiment qu'il y a un certain nombre de montages qui sont présentés qui sont quand même assez difficiles à concilier avec les exigences LTIF. Donc voilà, là-dessus, je propose de ne pas rentrer plus dans le détail, mais sachez que c'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous avez des souhaits ou des choses à dire, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher voilà, soit des personnes qui participent à ce webinaire, soit de vos interlocuteurs habituels au sein des équipes de l'AMF, puisque c'est une question qu'on regarde en ce moment. Donc c'est le bon moment pour nous en parler si besoin. Alors ensuite, peut-être une question pour Marina, s'agissant des outils de gestion de la liquidité. Voilà, comment va être intégré le mécanisme des plafonnements des rachats LTIF dans la gamme nationale? Alors je pense que c'est une question qui a peut-être été posée, Marina, avant que tu ne déflores un peu le sujet dans le cadre de ta présentation, mais voilà, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus, notamment, et je pense que ça c'est une autre question qui a été posée à l'instant même, sur la façon dont on verrait l'articulation avec le stock existant. Exactement. Bah, en effet, donc comme je le disais, dans le RG, AMF sera permis forcément pour les FCPR et les OPCI LTIF d'avoir la possibilité donc de plafonner dans le cadre de faire un plafonnement systématique des rachats dans le cadre de l'annexe 1 ou de l'annexe 2. En tout cas, c'est une consultation va s'ouvrir pour ouvrir très possiblement ces possibilités-là. Maintenant, en effet, la question reste ouverte pour le stock sur tout ce qui est FCPR et OPCI non LTIF. Et donc là, il y a une consultation qui sera certainement dirigée, enfin en tout cas envoyée par la direction générale du Trésor, qui portera enfin, en priorité en effet sur les questions de liquidité et comment adapter du coup le régime des FCPR et des OPCI dans ce nouveau cadre LTIF, et notamment avec une proposition notamment sur le niveau d'actifs minimum, niveau d'actifs liquides minimum qui va être adapté notamment pour coller le plus possible à l'annexe 2 du régime LTIF, mais c'est encore une fois une consultation. Donc, on vous invite à participer très activement puisque ça nourrira les débats sur le régime futur et en effet potentiellement une externalisation de règles futures. Mais on est encore, on va dire, tout est début du process, donc je ne voudrais pas m'avancer de trop. Merci Marina. Alors ces questions sur les consultations en cours et le devenir quelque part des règles nationales suscitent voilà, plusieurs questions du même ordre. Alors je pense que la réponse que tu as faite s'applique aussi à la question des coussins de liquidité de 30% qui sont aujourd'hui requis pour les FCPR Evergreen et ou avec engagement de l'assureur de caper le montant maximum de rachat qui permet de réduire ce coussin. Donc ça, voilà, pour signaler que la réponse de Marina s'applique de la même façon à cette autre question qui est en cours de consultation. Une autre question peut-être pour rassurer voilà, la personne qui l'a posée hein, sur l'association, enfin la consultation des associations professionnelles dans tous ces processus d'évolution de la réglementation nationale et en particulier du RGMF. Donc bien sûr,
Voilà, tous ces changements, ils se font en consultation avec des parties prenantes, donc soit via les associations professionnelles, et enfin, à la fois, j'ai envie de dire, avec les associations professionnelles, mais aussi à travers les contacts que nous pouvons avoir avec les différentes sociétés de gestion de portefeuille en bilatéral, et puis via nos commissions consultatives aussi internes AMF qui représentent un spectre assez large de parties prenantes, et en particulier de sociétés de gestion de portefeuille, mais aussi distributeurs. Donc voilà, on a vraiment très à cœur de bien réfléchir avec vous aux différents changements qu'on apporte, puisque vous l'aurez compris, notre optique est voilà, d'être dans une logique voilà, d'efficacité et aussi de compétitivité. Donc on a vraiment besoin de votre feedback pour savoir comment voilà, vous voyez les choses et quelles sont vos différentes attentes sur ces questions. Dans les autres questions, une question peut-être plus du côté des sociétés de gestion, des règles acteurs cette fois-ci, sur les structures en fonds de fonds. Voilà, pour savoir si sur cette classe d'actifs du non-coté, une extension d'agrément est requise ou pas. Donc je ne sais pas qui. Amira, tu veux la prendre? Alors oui, puisque je crois que la question même cite une structuration avec les FCPR, c'est ça. Oui, il me semble que c'est quelque chose de nécessaire, notamment pour pouvoir sélectionner notamment des actifs non cotés. Il faut bien avoir l'agrément. Merci Mira. Une question intéressante, puisqu'on l'a beaucoup eu ces derniers temps, sur la possibilité d'agréer en format LTIF des SCPI. Alors c'est un sujet sur lequel voilà, on a travaillé récemment. Je ne sais pas si Marina, tu veux commenter et confirmer voilà, la possibilité, voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. On a étudié en effet la conformité, en tout cas la compatibilité du règlement LTIF avec le droit national des SCPI. En effet, c'est pas chose aisée non plus, parce que c'est vrai que le droit national des SCPI est assez spécifique, mais globalement, on s'oriente en effet sur la possibilité très claire d'agréer des SCPI comme des fonds fermés LTIF. Et on a d'ailleurs des dossiers en cours qui, j'espère, devront conclure assez rapidement. Parfait. Je vous propose peut-être qu'on passe à la partie suivante. Alors, je vois que des questions arrivent encore, mais ne vous inquiétez pas, voilà, on se les note et on y répondra lors de la prochaine session de questions-réponses. Je vais maintenant passer la parole à Robin. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci à l'AMF pour cette invitation afin de nous permettre de partager l'expérience d'EFL Investment Group en ce qui concerne le règlement LTIF et l'agrément LTIF. Et donc une expérience qui est celle d'une société de gestion qui a été agréée en 2010 et qui est présente de longue date sur le marché français des fonds retail non cotés, puisque nous avons voilà, depuis le départ une gamme de FCPI, et entre 2021 et 2022, nous avons lancé trois FCPR Evergreen. Peut-être que je peux dire également en mot d'introduction pour expliquer pourquoi nous avons réfléchi dès le départ à l'opportunité de l'agrément LTIF 2.0, c'est qu'aujourd'hui le scénario central sur la base duquel nous travaillons pour réfléchir à la structuration de nos fonds et les positionner sur le marché, le scénario central, c'est celui d'un décloisonnement des marchés européens, puisqu'on observe une forte dynamique, en tout cas en consultant le registre public de l'ESMA, une forte dynamique d'agrément LTIF en France et dans d'autres juridictions de l'Union européenne. Donc un décloisonnement des marchés européens et une démocratisation des actifs privés voilà, qui reste à poursuivre, mais qui est omniprésente dans le débat français et européen. Et donc, du coup, pour nous, les questions qui se posent sont plus de savoir quand est-ce qu'on arrivera réellement, quand est-ce qu'on aboutira réellement à cette démocratisation des actifs privés et à ce décloisonnement des marchés nationaux au sein de l'Union européenne. Mais on pense que l'atterrissage sera celui-ci. Et donc, dès le départ, et en particulier évidemment en 2024, on a été vigilant sur les discussions
au niveau européen en ce qui concerne la révision du règlement LTIF, et on essaie notamment de contribuer aux réflexions menées par France Invest. Et donc, depuis l'entrée en vigueur du règlement révisé des RTS, on a lancé 2 fonds agréés LTIF, avec au préalable une sorte d'analyse d'opportunité, donc qui est présentée ici de façon schématique. Et donc, si je devais résumer ce que représente l'agrément LTIF pour nous, donc c'est évidemment une opportunité parce que ça nous permet d'élargir notre base de clientèle, ou en tout cas le potentiel de clients, évidemment en Europe, mais aussi en France. À stratégie constante, puisque les règles d'investissement prévues par le règlement LTIF ne nous amènent pas à changer nos stratégies d'investissement. Donc, je pourrais en discuter après, mais des stratégies d'investissement en dette court terme, infrastructure, et en dette évidemment privée, corporate. Et donc, si on regarde une seconde ce que ça veut dire pour nous, en fait, la clé de voûte, je pense, et vous en avez parlé, c'est les règles. Ce sont les règles en matière de gestion de la liquidité, puisque de notre point de vue, le cadre qui est prévu par le règlement LTIF, il est à la fois très clair et sécurisant pour les investisseurs, et il est aussi proportionné parce qu'il prévoit un plafond de rachat de parts qui est fonction de la liquidité intrinsèque du fonds, c'est-à-dire des actifs liquides qu'il contient, et aussi de la capacité des flux de trésorerie, des cash flows sur 12 mois, à régénérer cette poche d'actifs liquides pour pouvoir permettre d'honorer les demandes de rachat. Et donc, ces règles en matière de gestion de la liquidité, pour nous, il s'agit de la clé de voûte, puisque si on regarde ce qui se passe aux côtés du passif, donc l'élargissement du potentiel de clients, ça nous permet notamment en France de pouvoir ouvrir nos produits à tous les investisseurs professionnels, notamment les fonds de fonds, les sociétés de gestion ou d'autres établissements, qui soient financiers ou non, et qui du coup peuvent être intéressés par un fonds Evergreen avec cette solution de liquidité. Donc ça, c'est un élément important pour nous dans notre décision de saisir cette opportunité. Et évidemment, l'autre élément important, c'est la possibilité de pouvoir commercialiser nos fonds agréés LTIF en dehors de la France, sur les autres marchés de l'Union européenne, notamment avec la possibilité de demander un passeport européen dans un cadre qui est similaire à celui dont bénéficient déjà nos fonds institutionnels, donc réservés à des clients professionnels. Donc ça, c'est, on va dire, les évolutions côté passif. Et côté actif, comme je l'ai déjà dit, une évolution des règles en matière de gestion de la liquidité. Et donc le choix que nous avons fait pour nos fonds, mais il y en a d'autres, c'est celui de l'annexe 1 des RTS LTIF, donc une fréquence de remboursement hebdomadaire en lien avec la valeur liquidative des fonds, sans délai de préavis. Et en ce qui concerne l'évolution des règles d'investissement, j'en ai découvert certaines en vous écoutant en ce qui concerne le règlement LTIF 1.0. Je pense que c'est vraiment clé. Cette évolution a été vraiment clé pour rendre ce format attractif. Et pour nous, il y a notamment trois éléments qui sont importants pour nos stratégies. Donc, ce sont les ratios de diversification, et notamment le fait qu'ils soient fixés à 20% par émetteur pour les actifs privés, les actifs éligibles aux quotas réglementaires. Il y a aussi la possibilité d'investir dans des instruments financiers à terme ou optionnels pour couvrir le risque de change, puisqu'on est sur des fonds qui investissent principalement dans l'Union européenne, mais qui peuvent aussi saisir des opportunités dans d'autres géographies. Et enfin, il y a aussi quelque part une corde que l'on peut rajouter à notre arc avec le règlement LTIF, c'est la possibilité d'octroyer des prêts en direct, et notamment dans des marchés européens où cette possibilité existe, mais suppose parfois des démarches réglementaires additionnelles spécifiques, notamment en Italie, où l'octroi de prêts en direct par des fonds est possible, mais nécessite d'obtenir une licence au préalable. Donc au global, l'agrément LTIF 2.0 pour nous, c'est une opportunité, élargissement du potentiel de clients en France et à l'étranger, sans sacrifice, entre guillemets, en ce qui concerne nos stratégies d'investissement.
Et donc, si j'en viens désormais rapidement sur la mise en œuvre concrète de l'agrément LTIF 2.0, en réalité, nous sommes toujours en train de mettre en œuvre cet agrément et de découvrir de nouvelles questions. Donc, comme je vous le disais, nous avons 2 fonds qui ont été agréés LTIF 2.0. Donc, on a une expérience double, un fonds qui a été créé en vue de cet agrément et qui n'est pas encore commercialisé, mais qui le sera prochainement en avril, un fonds de dette privée corporate au format OFS-FFS, et un second fonds, celui-ci qui existe déjà, donc un FCPR lancé en 2022, qui s'appelle Eiffel Infrastructure Verte, et qui a quant à lui été transformé sur le fondement de l'article 39 de la loi Industrie Verte. Donc c'est un fonds qui est agréé LTIF et en lien avec cet agrément LTIF est désormais régi par les règles applicables au FPS, au fonds professionnel spécialisé. Et finalement, pour ces 2 expériences donc, qui sont distinctes, les différentes phases que nous avons traversées, que nous sommes en train de traverser, sont relativement similaires, notamment en ce qui concerne la préparation, puisque même pour notre fonds, notre FCPR Evergreen, qui avait déjà été constitué avant la demande d'agrément, le travail qui a dû être effectué en amont, le travail de rédaction juridique, en associant l'ensemble des équipes en interne et notamment l'équipe compliance, nos RCCI, ce travail-là, il a été assez long et les modifications dans la documentation juridique du fonds sont également très nombreuses. Donc la phase de préparation, elle prévoit du temps. Il ne faut pas sous-estimer cette phase-là, et elle s'accompagne en parallèle, au-delà de la documentation juridique, de la mise en place de nouveaux outils ou de nouveaux processus, puisqu'on a quand même certaines choses qui changent avec l'agrément LTIF, et notamment la nécessité de mettre en place déjà de réviser les modèles pour calculer les différents ratios, différentes limites, la nécessité aussi de mettre en place un modèle pour calculer le plafond de rachat, donc en ce qui nous concerne à chaque valeur liquidative, donc chaque semaine, et aussi de penser par exemple à des process très concrets pour le moment venu, informer les investisseurs de l'activation de ce plafond de rachat, le rendre public, etc. etc. Donc voilà, il y a dès la phase de préparation un certain nombre de tâches à effectuer et d'outils à anticiper. En ce qui concerne l'instruction, elle a été relativement simple dans notre cas, et surtout les délais, par rapport à ce que l'on anticipait ont été tenus, et notamment pour notre fonds qui a été passerellé dans le cadre de la loi Industrie Verte, le FCPR Eiffel Infrastructure Verte, puisqu'on a déposé la demande d'agrément le 30 décembre, je crois, et l'agrément est obtenu le 25 février. Donc voilà, pas de difficulté particulière en ce qui concerne l'instruction, mais évidemment, ça dépend, je l'imagine, de la situation de chacun. Et finalement, c'est plutôt la phase de commercialisation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui qui continue de soulever des enjeux et des questions de notre côté, en interne, et notamment en ce qui concerne la commercialisation dans les autres pays de l'Union européenne, puisqu'en fait, c'est nouveau pour nous. On commercialise des fonds institutionnels de longue date dans les autres pays de l'Union européenne, mais pas de fonds retail. Et la réglementation applicable à ces fonds retail non cotés, elle est en grande partie harmonisée par le règlement LTIF, mais pas totalement harmonisée, notamment sur la partie distribution. Donc voilà, ce sont des points qu'on continue d'explorer en discutant avec nos avocats, en consultant les ressources mises à disposition par l'AFG et par France Invest qui sont très utiles. Voilà, mais c'est toujours une phase qui peut soulever des questions ou en tout cas nécessiter des adaptations. Je peux prendre quelques exemples. Quand on se situe en France, quand on commercialise un produit en France, il faut évidemment qu'on effectue un KYC sur le teneur de compte du souscripteur direct, mais les teneurs de compte sont relativement peu nombreux, on les connaît, on travaille avec eux, donc c'est quelque chose qui ne cite pas de KYC à chaque fois qu'on accueille un nouvel investisseur. Lorsqu'on va commencer à commercialiser le fonds au Luxembourg, en Belgique et en Italie, dans notre cas, ce sont les 3 géographies que l'on vise en premier, là, on va avoir affaire à de nouveaux teneurs de compte, donc il faudra anticiper ce KYC sur ces personnes morales-là. Il peut aussi y avoir des enjeux sur la distribution, par exemple, en Italie, parce qu'il y a des règles de droit local, en plus du règlement LTIF, qui peuvent être
pas dire immense, mais constituent en tout cas des obstacles pour nous. Et voilà, c'est donc l'ensemble ce type d'enjeux-là auxquels nous sommes confrontés. Et donc du coup, si je peux dire deux mots pour finir en lien avec notamment ce qui est dit précédemment, pour nous, sur l'opportunité de l'agrément LTIF, elle est nette et on pense que c'est une bonne chose. Le format LTIF, il est à ce jour aussi attractif que les formats nationaux et on pense que c'est important qu'il le reste pour inciter les gérants français à se positionner sur le marché européen. Donc ça, c'est le premier message que je souhaiterais passer. Et le second, plutôt d'ordre pratique cette fois-ci. Alors, ce n'est pas forcément une invitation à continuer les webinaires actifs. Hein. Je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas. Mais en tout cas, à rester vigilant collectivement, associations professionnelles, gestionnaires d'actifs et superviseurs, sur ces enjeux pratiques pour la commercialisation en dehors de la France, parce que ces questions, elles arriveront au fil de l'eau. Elles seront peut-être en apparence moins structurantes, moins importantes que les questions d'interprétation du règlement LTIF, mais elles peuvent avoir une incidence certaine sur la capacité des gérants français à transformer l'essai et voilà, et à tirer pleinement profit de cet agrément. Merci beaucoup Robin pour ce retour d'expérience de terrain très pratique. Je crois que nous allons maintenant passer à une nouvelle petite session de questions-réponses. Alors, pour commencer, une question qui a porté sur l'articulation entre le régime d'ELTIF et le régime des autres FIA. Peut-être un mot pour botter un peu en touche sur cette question, pour signaler l'existence d'une consultation en cours de la part de la Direction générale du Trésor sur ce régime des autres FIA et leur éligibilité à l'assurance vie, dont on sait que c'est quand même, on va dire, une des clés de voûte en termes de distribution. Donc c'est une question qui est en cours, qui est assez structurante. Donc de ce point de vue-là, on a le sentiment que les discussions avancent relativement vite et qu'on devrait pouvoir avoir plus de visibilité sur cette question plus globale des autres FIA assez vite. Donc c'est sans doute la meilleure réponse qu'on peut vous faire, c'est de regarder, de suivre ces discussions et leur issue qui semble pas si lointaine dorénavant. Une question peut-être plus technique sur les matrices de liquidité et sur la notion de préavis. Donc la notion porte-t-elle uniquement sur les préavis impératifs ou intègre-t-elle un préavis incitatif également ? Sur cette question, sur les préavis incitatifs, en tout cas le terme parfois est utilisé, mais c'est pas exactement la même chose qu'un préavis. En tout cas, on entend des préavis incitatifs, notamment parfois sur des frais qui sont différenciés en fonction finalement de si on passe l'ordre de rachat avant ou après une certaine date, mais ça nous semble quand même assez différent finalement juridiquement d'un préavis, mais c'est plutôt des frais différenciés. Dans ce cadre-là, c'est vrai qu'à la fois la matrice et aussi les Q&A sur finalement des différenciations entre catégories de parts et est-ce que les préavis portent sur les préavis incitatifs. Du coup, on était plutôt, on avait une interprétation de dire que c'était deux choses différentes et que donc du coup, ça ne portait pas sur les préavis incitatifs. Merci beaucoup Marina. Une question maintenant sur on revient du côté des règles société de gestion acteurs. Pour une société de gestion qui gérerait un fonds professionnel comme un FPCI par exemple fermé, dans la question qui est posée, et qui voudrait le faire agréer LTIF pour pouvoir le distribuer à une clientèle de détail, faut-il demander une extension d'agrément à une clientèle non professionnelle ? Oui, et la levée des restrictions sur la clientèle professionnelle est nécessaire puisque le FPCI, in fine, sera distribué à la clientèle de détail. Et peut-être une petite question connexe, toujours du côté des règles des extensions d'agrément acteurs, pour un fonds donc LTIF qui souhaiterait avoir un coussin de liquidité sous la forme d'instruments cotés. Est-ce qu'il est là aussi nécessaire de demander une extension d'agrément pour gérer des instruments cotés ? Non.
Ce n'est pas nécessaire. Le règlement précise qu'est-ce qu'ils appellent, on va dire, les instruments cotés. Normalement, il fait référence à l'article 50 de la directive au PCVM, mais n'impose pas l'agrément pour gérer notamment les actifs. Enfin, plutôt, on doit avoir l'agrément pour gérer l'actif coté, mais pas forcément au PCVM. Oui, c'est ça, pardon. Alors peut-être pour clarifier, parce que j'ai changé la question par rapport à ce qui était écrit. Donc la question était de savoir s'il fallait être agréé en tant que société de gestion au PCVM pour gérer le coussin de liquidité LTIF. Donc là, effectivement, la réponse est non, puisqu'en fait, voilà, il suffit d'avoir un agrément AIFM. Par contre, là où la réponse est positive, c'est que dans la façon dont l'AMF a décliné voilà, son process d'agrément du côté des sociétés de gestion de portefeuille AIFM, voilà, on a une petite grille que vous connaissez avec différentes classes d'actifs et différents types d'instruments. Et là, il faut bien cocher la petite case instrument coté dans la grille pour pouvoir gérer ce coussin de liquidité LTIF. C'est bien ça. Parfait. J'ai le sentiment qu'il y a quelques questions qui rebouclent avec des points qui feront partie des questions qu'on a déjà rédigées dans des slides un peu plus loin. Donc, je vous propose peut-être de les aborder à ce moment-là. Et je vous propose de passer à la partie suivante. Oui, on a souhaité vous présenter quelques statistiques LTIF pour que vous ayez une idée de ce qui a été agréé aujourd'hui à l'AMF. En fait, depuis l'entrée en vigueur du règlement LTIF, on a agréé 19 LTIF. Et il y en a 11 demandes d'agrément en cours, dont 2 SCPI. Pour ce qui est des structurations, la majorité de ces fonds sont bien distribués à une clientèle retail via des unités de compte. Pour la structuration juridique, on voit bien qu'il y a les gérants privilégient le format FPS et c'est pour ça que peut-être que finalement l'ordonnance et notamment les évolutions qui ont été faites sur les fonds professionnels fonctionnent puisque c'est l'enveloppe la plus utilisée. En termes de stratégie, c'est plutôt équilibré entre des fonds, des LTIF investis en dette et des LTIF en capital investissement. On a également des fonds infrastructure et qui allient à la fois des poches non cotées, on va dire, en equity et en dette. Pour ce qui est des modalités de rachat, alors la majorité, on va dire, bon, c'est plutôt, on va dire équilibré, mais on a pas mal de fonds d'LTIF fermés finalement et des LTIF ouverts. Et parmi ces LTIF ouverts, on retrouve plus de 5 voilà, de LTIF qui sont plutôt en annexe 1 et 3 qui sont en annexe 2. Sachant que, bien évidemment, l'AMF n'a pas vraiment de préférence sur le régime, en tout cas sur l'annexe choisie. Voilà, tout dossier, peu importe l'annexe choisie, est bienvenu de notre côté. On va faire quelques rappels sur les modalités d'agrément. Aujourd'hui, le dossier est déposé via courriel électronique, notamment qui est envoyé à votre chargé de portefeuille. Celui-ci devra inclure la complétude, notamment le formulaire d'agrément qui est disponible sur le site de l'AMF. Le dossier devra également avoir toutes les pièces obligatoires qui sont listées dans l'article 5 du règlement LTIF, mais également des documents additionnels qui peuvent vous être demandés. Je pense notamment à une note d'explication sur la gestion de liquidité et une note d'explication sur la valorisation des actifs. J'y reviendrai un peu plus tard. Sur la note concernant la gestion de liquidité, alors aujourd'hui, on ne demande plus de stress test. C'est pour pouvoir accélérer notamment l'instruction. Pour ce qui est du délai, celui-ci est déclenché notamment à compter de la validation, notamment de la conformité et de la complétude du dossier. Et l'AMF dispose d'un délai réglementaire de 2 mois pour pouvoir se prononcer. Et jusqu'à aujourd'hui, on respecte bien ce délai, sachant qu'on a essayé de faire des efforts, notamment en termes de processus de validation. C'est quelque chose d'assez inédit côté division d'agrément et suivi. Aujourd'hui, on a agi plus 15, on va dire, après le dépôt du dossier. Le management doit pouvoir revoir le dossier et ensuite se prononcer, en tout cas, sur les orientations notamment et faire les remarques de révision. Et tout ça notamment pour optimiser les délais en 2025. Ça, c'est pour ce qui est notamment des process de validation. Peut-être quelques points d'attention à l'agrément et sur lesquels il faudra bien faire attention. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, notamment, voilà, n'hésitez pas à mettre des notes additionnelles qui portent notamment sur la liquidité.
un LTIF devra respecter soit l'annexe 1, soit l'annexe 2. Bien évidemment, tout schéma différent ne serait pas revu par nos services. Pour ce qui est de la valorisation à la juste valeur, là aussi, on cherche du confort. On cherche à comprendre comment la valorisation est faite sur les actifs. On ne vous demande pas de reprendre tous vos processus internes dans le prospectus, mais plutôt essayer d'être exhaustif dans la note explicative pour savoir quel modèle vous utilisez pour pouvoir vraiment garantir cette valorisation à la juste valeur. C'est d'autant plus important si le fonds est ouvert et destiné à une clientèle de particuliers. Pour ce qui est de la fréquence de valorisation, là, on se positionne plutôt dans des cas où, par exemple, le fonds est distribué en unité de compte et on a des valeurs estimatives dont l'établissement est assez différent de la valeur liquidative. Dans ce cas-là, on demande à ce que la société ait des clauses qui lui permettent que toute information qui est susceptible, notamment d'avoir des incidences significatives sur la VL, doivent lui être remontées. Voilà. On continue un peu sur les points d'intention. Peut-être un point sur les transferts de parts sur le marché secondaire. Ça, c'est lié un peu à une des actions de supervision de 2025 de l'AMF. Là aussi, on cherche du confort à comprendre comment le prix est déterminé. On cherche aussi à déterminer et identifier s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, notamment lorsqu'il y a des parts transférées à un LTIF qui vient d'être constitué. Là aussi, n'hésitez pas à faire peut-être une note explicative si vous êtes notamment dans ce cas-là. Sur le DIC-PRIPS, là aussi, pour les fonds qui souhaitent se placer en catégorie 2, le proxy qui est utilisé pour le calcul du SRI et les scénarios de performance doit être un minimum cohérent et respecter toutes les règles, notamment dans le Q&A du règlement PRIPS. Pour ce qui est de la documentation commerciale, là aussi, on demande pour celle-ci, c'est un document, c'est assez important souvent que, si le fonds est destiné à une clientèle non professionnelle, là aussi, l'AMF, en fait, va faire un peu, on va dire, son instruction habituelle et on va faire en sorte de bien vérifier que l'information est claire, exacte et non trompeuse. Donc, ça peut porter sur les éléments extra-financiers, le respect de la MIF et l'objectif de performance. Et justement, en parlant d'objectifs de performance, aujourd'hui, on a une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, notamment sur les taux de rendement à fin 2023 des fonds d'actifs non cotés. Et cette étude a démontré 2 choses. La première chose, c'est que les rendements des fonds non cotés dépendent, sont très hétérogènes et dépendent énormément des caractéristiques du fonds. Et la deuxième chose, c'est qu'on comprend en fait pourquoi les performances au niveau des fonds qui sont destinés à des particuliers est différente celles des fonds qui sont destinés à du professionnel. C'est lié à 2 facteurs. La première chose, c'est l'appel unique des capitaux et notamment et également les frais qui peuvent potentiellement avoir un effet en fait sur les perfs. Et cette étude, qu'est-ce qu'elle démontre finalement? C'est que l'objectif de gestion, c'est quelque chose de ne pas prendre à la légère, notamment spécifiquement pour les LTIF, puisqu'on n'a pas assez d'historique sur cette classe, on va dire cette enveloppe juridique de fonds. Donc c'est vraiment, soyez vigilants et à pouvoir vraiment expliquer vos hypothèses et comment vous êtes arrivé à pouvoir en fait communiquer sur un objectif quelconque dans le prospectus et notamment dans la documentation commerciale. Voilà. Là, c'est quelques chiffres pour voir vraiment en fait l'effet. Typiquement, les 4 dernières lignes, on voit que c'est assez flagrant, notamment l'effet de l'appel de fonds unique sur les fonds professionnels. Si on remonte un petit peu, les premières lignes montrent également que en fait, finalement, les perfs sont assez différentes quand même selon l'enveloppe, typiquement. Et après, on voit bien que les frais sont assez conséquents, notamment pour les fonds destinés à du retail. Je laisserai Marina enchaîner sur les questions fréquentes et vous verrez qu'il y en a pas mal qui sont posées déjà dans le chat. Oui, en effet. Donc pour embrayer un peu sur quelques questions qu'on reçoit souvent comme je vous le disais, on a notre interprétation et on a aussi très fréquemment en fait finalement remonté les questions au niveau européen. Donc on vous signale notre interprétation initiale et les remontées. Donc la question fréquente qu'on a très fréquemment, c'est quelles sont les possibilités pour un LTIF de réaliser des investissements au travers d'entités intermédiaires et est-ce qu'il faut appliquer les règles d'investissement par transparence?
Donc, pour répondre à la question, on est naturellement allé voir, le règlement, LTIF et le règlement LTIF, prévoit, heu, 2 possibilités, explicitement, sur l'investissement, indirect. Donc la première possibilité, c'est d'investir à travers des fonds. Et donc là, à l'article 10, on dit, bah, en gros, si vous investissez via des fonds, alors, et l'article 10 impose la transparisation, des fonds sous-jacents. Donc ça c'est, en tout cas, bon, il y a aussi des questions sur cela, mais assez clair. Et l'autre partie, l'autre manière, c'est, d'investir en effet, via une structure, intermédiaire ou, en anglais, c'est, undertaking, dans la version anglaise du règlement. Et donc là, il nous semble que les 2 méthodes donc sont soumises à l'article 13 qui prévoit une limite de détention maximum de 20 par structure, intermédiaire. Voilà, néanmoins, du coup, on a eu, des questions et on a eu aussi des remontées comme quoi cette interprétation, n'était pas, partagée entièrement, par, l'ensemble, on va dire des autorités, de tutelle européennes. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, en fait, remonter la question à la Commission européenne. Et en fait, ces questions sont visibles, aussi sur le site de l'ESMA. Vous pouvez voir qu'on a posé une question, sur les conditions d'appréciation, des conditions d'éligibilité et des limites de diversification en présence, des véhicules intermédiaires pour assurer qu'on ait bien une lecture, commune. Donc je note qu'à ce stade, il n'y a pas eu de blocage à l'agrément, sur ce type, on va dire d'investissement, via des entités intermédiaires, parce qu'à ce stade, les dossiers qui nous ont été présentés, présentaient en fait des structurations assez classiques avec des SPV par exemple, qui ne dépassaient pas 20 du portefeuille. Et les sociétés nous présentaient finalement, des dispositifs d'appréciation en transparence. Donc c'était des dispositifs assez classiques. Après nous sommes, s'il y a un doute sur la structuration, que vous envisagez, n'hésitez pas à venir nous voir même en amont, du dossier, puisqu'on a vu des cas quand même, des questions assez différentes, des structurations assez différentes. Donc on est disposés à échanger, et on essaie le moins possible de bloquer en amont, finalement de la réponse, que nous allons recevoir de la Commission européenne, sur ce sujet. La deuxième question que l'on a eue, et voilà, on a décidé d'entrer dans le vif du sujet avec des questions qui sont pas forcément, évidentes à répondre, mais c'est: est-ce que les FIA sous-jacents à un ELTIF doivent investir exclusivement dans des actifs éligibles à un ELTIF? Donc pour être tout à fait transparent, nous, notre interprétation, c'est qu'en effet, dans les actifs, sous-jacents au FIA investi par l'ALTIF, il faut qu'il y ait, des actifs, éligibles à l'ELTIF, que ça soit, des actifs liquides, donc OPCM, ou des actifs d'investissement ELTIF, hem et c'est ce qu'impose le règlement, donc LTIF, en disant que, enfin, au point 1 de l'article 9, qui dit qu'un LTIF doit être investi uniquement dans des actifs éligibles. Donc ça nous semblait de base assez limpide. Et du coup, les LFIA sous-jacents étant évalués par transparence, et le règlement ne prévoit pas, de seuil de tolérance. Donc notre interprétation était en effet, que tous les actifs doivent être éligibles LTIF. Et par ailleurs, c'est vrai qu'à la fois OPCM et LTIF, et la conjonction des 2, finalement réunit un univers assez large, d'actifs. Hormis des actifs qui sont finalement explicitement prohibés, c'est-à-dire, les fonds de fonds, et les fonds, non UE. Donc il y a finalement assez peu d'actifs, il nous semble, qui ne rentrent pas dans ces catégories. Mais de manière générale, on a eu la question assez, fréquemment, donc on est plutôt disposés à échanger aussi avec les acteurs pour mieux comprendre, finalement de quel actif il pourrait s'agir. Hem
Et comme, je le mentionnais précédemment, dès qu'il y a un doute et qu'on voit que, il y a potentiellement des interprétations divergentes, on a également remonté la question à la Commission européenne et on devrait avoir, une réponse, on l'espère le plus rapidement possible. On a eu aussi des questions sur, les modifications à apporter à la documentation légale post-agrément d'un altif. Comme, je le disais précédemment, en fait, il y a une consultation qui a été lancée auprès des associations professionnelles et des commissions, consultatives, pour aboutir, après validation du collège à une mise à jour des doctrines AMF, voilà, en bonne et due forme. Mais, d'ores et déjà, finalement, ce qui est proposé, c'est assez, logique. C'est-à-dire que quand il y a une modification de quelque chose qui est significatif, pour, l'investisseur, particulier, alors il y a voilà, une revue et un agrément, des services de l'AMF avec une information particulière et une sortie sans frais, des investisseurs, particuliers. Notamment, ça devrait concerner, encore une fois, avec les précautions que je viens de dire, ça devrait concerner la liquidité. Les changements liés à la possibilité, d'organiser un marché, secondaire, la politique, d'endettement du fonds. Et ça, c'est, tout ce qui est lié à l'ELTIF. Bien sûr, il y a tout ce qui, est préexistant. Par exemple, sur un FCPR, il y avait déjà des choses, qui enclenchaient une mutation. Voilà. En ce qui concerne, donc une autre question fréquente, c'est est-ce que le seuil de gating, LTIF ou plafonnement rachat LTIF, est-ce il doit être appliqué systématiquement ou est-ce qu'il y a une marge de discrétion de la société de gestion? Donc, le plafonnement de rachat dans le règlement LTIF, donc il est vraiment pour objectif d'assurer qu'en fait, un seul investisseur ne prenne pas toute la poche d'actifs liquides au détriment, des autres. C'est pour ça que, du coup, il y a un plafonnement en fonction de cette poche d'actifs liquides et c'est le caractère finalement systématique qui assure que ce mécanisme fonctionne. Le règlement LTIF ne prévoit pas, de levier discrétionnaire qui serait à la main de la société de gestion. Voilà, comme, on pourrait avoir l'habitude sur les gates, on va dire, un peu plus, classiques où il y a une optionnalité. Ici, c'est vraiment une systématicité. Encore une fois et voilà, je le répète, mais parce que c'est vraiment notre ligne, directrice. On a à cœur, de vraiment, pas voilà, surtransposer. Donc vraiment là, on a aussi envoyé la question, à l'ESMA pour vraiment valider notre orientation. Quand bien même celle-ci nous semble la plus logique, on voudrait la valider, niveau européen et que ça soit la vue, voilà, partagée au niveau européen. Une autre, question qui nous a été posée fréquemment, maintenant finalement ça s'est très vite, éclairci, c'est dans quelle mesure un natif peut-il proposer des catégories de parts ou d'actions assorties de conditions différentes? Et en effet, il y a un considérant, dans le règlement LTIF, qui laisse la possibilité de prévoir des catégories de parts, assorties de conditions, légèrement, substantiellement différentes en ce qui concerne les frais, la structure juridique et les règles de commercialisation. Néanmoins, il y a un Q&A de l'ESMA qui a été, qu'on a attendu, voilà assez, fortement pendant plusieurs, semaines, mais qui a été enfin publié du coup, fin février, qui précise, que, les catégories, d'actions ou de parts d'un LTIF ne peuvent pas faire de délai de préavis différents, ni de seuil de rachat, distinct, ni des fréquences de rachat, différenciées. Donc en fait, l'interprétation, enfin l'ESMA a pris une position, de dire que finalement, si cette possibilité avait été laissée ouverte, il y aurait, potentiellement un accès privilégié aux actifs liquides de l'ELTIF de certaines catégories
d'autre part, et donc un traitement finalement qui aurait été potentiellement inéquitable des investisseurs. Donc là, ça nous semble relativement clair, et c'est ce qu'on avait indiqué à certains acteurs en attente de cette publication, qu'il y avait un risque. Finalement, on était voilà, on avait indiqué ce risque que ce Q&A vienne finalement restreindre un peu les possibilités laissées par le règlement. Donc, on en a fini sur ce qu'on avait prévu en termes de questions, mais on est encore ouvert à répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup Marina. Effectivement, n'hésitez pas puisque nous approchons de la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions voilà, brûlantes que vous souhaitiez poser, voilà, c'est le moment. Peut-être un ou deux petits commentaires sur ce qui a été évoqué. Donc, sur ce qu'évoquait Amira, hein, sur le fait qu'à l'agrément, on s'attend à recevoir des modalités de gestion de liquidité qui soient celles des RTS LTIF pour les fonds LTIF. Donc, évidemment, voilà, on n'est pas en mesure et on ne souhaite pas accorder des dérogations moins disantes par rapport au RTS, mais il est tout à fait possible de nous proposer des régimes de gestion de liquidité qui seraient mieux disants. Donc voilà, évidemment, notre souhait, notre souci, c'est bien la conformité au règlement LTIF qui n'interdit pas de faire quelque part davantage que ce qui est prévu dans le règlement. Je voulais également peut-être revenir rapidement sur la question de la valorisation qu'on a évoquée, hein, mais sur laquelle on n'a peut-être pas beaucoup insisté, simplement pour signaler que c'est un point important pour les fonds ouverts. Voilà, c'est quand même une question voilà, qu'on regarde de près, donc vous invitez à ne pas hésiter à préparer quelque chose d'un peu détaillé pour accélérer le process d'agrément, pour gagner du temps. Voilà, c'est un point thématique qu'on regarde d'assez près en général. Une question qui a été posée aussi sur les extensions d'agrément. Alors décidément, il y en a beaucoup pour les fonds LTIF, donc qui sont ouverts au retail et qui seraient uniquement distribués via de l'assurance vie. Donc c'est une question un tout petit peu différente du FPCI, hein, mais qui ressemble, qui avait été posée tout à l'heure. Donc là, pour confirmer aussi que conformément à notre posture, j'ai envie de dire, historique sur la distribution d'assurance vie. Donc, on considère bien qu'il faut lever la restriction professionnelle dès lors que les clients, y compris lorsque ce sont des assurés via l'assurance vie, sont des clients particuliers, enfin les clients finaux d'une certaine façon. Alors, je prends un petit instant parce que j'ai l'impression que les questions arrivent en ce moment même, le temps d'en prendre connaissance. Donc une autre question sur les autres FIA, mais comme j'évoquais tout à l'heure, je pense que la meilleure réponse qu'on peut apporter, c'est vraiment de suivre, en ce qui concerne la possibilité d'en développer des nouveaux en assurance vie, de suivre les discussions en cours avec la Direction générale du Trésor et à nouveau, je pense qu'on sera assez vite fixé sur l'orientation qui sera prise par la Direction générale du Trésor, hein, puisque je rappelle qu'il s'agit de questions qui relèvent du Code des assurances voilà, et d'un décret. Alors, je prends connaissance des autres messages. Alors, il y a une question sur la modalité d'établissement, si je comprends bien, des DIC-PRIPS, mais assurance vie. Donc là-dessus, je pense qu'on va peut-être s'abstenir de commenter. C'est plutôt une question pour la CPR. Alors, je lis très vite, hein, sauf si Amira, Marina, vous avez des vues particulières. Amira ? Il me semble qu'on parle de l'établissement du DIC-PRIPS et potentiellement qu'est-ce qu'on peut mettre comme information dans le DIC-PRIPS si le LTIF est distribué à des assureurs. Pour moi, il n'y a pas vraiment de changement. Si vous pouvez mettre assurance distribuée à une clientèle retail en finale, ou en tout cas pour moi ça ne change pas vraiment, en tout cas les dispositions dans le DIC-PRIPS, quoi. Si c'est bien ça, si on parle bien d'informations dans le DIC. Je crois que c'est ça là. Très bien, merci beaucoup Amira. Je pense qu'il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre participation nombreuse aujourd'hui avec nous. Remercier vivement Robin Fournier d'avoir joué le jeu de cette participation, de ce retour d'expérience voilà, très concret, opérationnel, donc qui vient compléter la présentation peut-être plus austère des enjeux réglementaires qui a pu être présenté par les équipes AMF. Et voilà, on est très heureux de continuer à poursuivre le dialogue avec vous, comme vous l'avez tous compris. En tout cas, c'est le message que j'ai essayé de faire passer. On est dans une phase d'adaptation collective et on a un souhait fort de notre côté d'accompagnement. Donc, on veut vraiment être
ouvert au dialogue avec vous. On vous l'a dit à plusieurs reprises ce matin. N'hésitez pas à continuer à nous interroger, à nous solliciter avec vos différentes questions, vos interrogations, vos réflexions. On est tout à fait disposé à y réfléchir ensemble avec vous. Et on sera très heureux de poursuivre ces webinaires compte tenu du succès, notamment sur Eltif, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.